Aujourd'hui, on va parler alimentation, évolution, transformation, que des trucs en sion. Alors, attention. Nous sommes en 2026 et figurez-vous qu'aujourd'hui, sur Terre, on meurt davantage de malbouffe que de faim. Dit comme ça pique un peu. Mais c'est l'un des constats les plus importants et les plus dérangeants de la santé publique moderne. Selon les grandes analyses internationales du Global Burden of Disease, un régime alimentaire déséquilibré est associé à environ 11 millions de décès par an. Et parmi les principales causes de ces décès, on trouve les maladies cardiovasculaires, certains cancers et le diabète de type 2. Dans le même temps, la faim et la sous-nutrition restent un fléau massif. Les chiffres exacts varient selon les définitions, mais des organisations comme le Programme alimentaire mondial avancent une estimation d'environ 9 millions de décès par an liés à la faim et à la malnutrition. Alors attention, dire ça ne veut pas dire que la faim n'est plus un problème, non. Ça veut dire deux choses en même temps. 1. Il faut continuer à se battre pour que des gens, surtout des enfants, aient suffisamment à manger partout sur la planète. Et 2. Il faut aussi se battre pour que ceux qui mangent mieux. Pour comprendre l'origine du problème, remontons un peu dans le passé. D'où vous venez, d'où nous venons tous, c'est de la nature. Comme je l'ai déjà expliqué dans l'épisode 0, nous sommes des primates, des grands singes, et notre espèce s'est construite pendant des millions d'années en vivant de chasse et de cueillette, et en mangeant ce qui germe, ce qui naît, ce qui croît, ce qui pousse, ce qui grandit et se développe dans la nature, sans usine, sans emballage. Pendant l'écrasante majorité de l'histoire humaine, notre nourriture était faite d'aliments entiers, saisonniers, variés, issus des écosystèmes et notre corps, notre organisme, notre cerveau, s'est calibré sur ce type de vie. Et comme l'évolution biologique est un processus très lent, même au XXIe siècle, malgré nos avions, nos greffes, nos satellites, nos IA et tous nos trucs modernes, on a toujours globalement un corps de chasseurs-cueilleurs. Tiens, on va faire une petite expérience de pensée. Prenez un couple d'aujourd'hui et imaginez qu'il adopte un bébé Cro-Magnon, donc un bébé qui serait né il y a environ 40 000 ans. Eh bien, on ne verrait quasiment aucune différence entre cet enfant du passé et les enfants d'aujourd'hui. À la limite, il serait peut-être légèrement plus robuste physiquement, il aurait des arcades sourcilières un tout petit peu plus marquées et peut-être une meilleure capacité d'orientation. Mais c'est tout. À part ça, il grandirait et deviendrait un être humain comme vous et moi. Fin de la parenthèse, revenons à l'alimentation. Donc, après cette longue période sauvage au sens noble du terme, qui a démarré il y a environ 4,2 millions d'années, notre histoire alimentaire a connu 3 gros tournants récents. Enfin, récents à l'échelle de l'évolution. Ces 3 gros tournants, c'était le néolithique il y a environ 12 000 ans, la révolution agricole puis industrielle, surtout au XVIIIe et XIXe siècle, et l'après-Seconde Guerre mondiale, en gros depuis les années 50. À chaque fois, à chacun de ces tournants, certes, on a gagné quelque chose, mais on a aussi perdu quelque chose. Et vous allez voir que souvent, ce qu'on a perdu, c'est de la diversité, de la qualité et du lien réel avec le vivant. Premier tournant, le néolithique. Il y a environ 12 000 ans, certains groupes humains changent progressivement de mode de vie. De chasseurs-cueilleurs nomades, ils deviennent agriculteurs et éleveurs sédentaires. Ils cultivent des céréales, les premiers blés, l'orge, et des légumineuses comme les lentilles ou les pois. Et ils domestiquent aussi, peu à peu, des animaux sauvages, le roc qui donnera nos vaches, le mouflon qui deviendra le mouton, le sanglier qui est à l'origine de nos porcs, etc., etc., et ce, sur des milliers d'années. Ce changement apporte une chose très claire,
des calories plus nombreuses, plus régulières et stockables, des greniers, des réserves, une forme de sécurité alimentaire, au moins en apparence. Et cette sécurité favorise l'explosion démographique. À cette époque, le rapport à la nature change et les populations humaines explosent. L'être humain commence non seulement à s'extraire de la nature, mais en plus, il va aussi commencer à se croire supérieur à elle. Il y a d'ailleurs un passage très révélateur de cet état d'esprit dans la Bible, Genèse 1,28, où on peut lire cet ordre de Dieu à Adam et Ève qui leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Bref, avec la sédentarisation arrivent aussi des innovations. Outils agricoles, poterie, irrigation, organisation collective, puis des villages, puis des villes, puis des États. Quand j'étais petit, à l'école, je me souviens qu'on nous présentait ça comme le progrès. On quittait la sauvagerie pour entrer dans la civilisation. Mais au final, est-ce que c'était vraiment un progrès ? Eh ben, oui et non. Oui, parce que ça a permis à l'humanité d'augmenter en nombre, d'accumuler, de construire, donc dans un sens, c'est une forme de progrès. Mais non, parce que ça a eu aussi un coût. Déjà, sur le plan alimentaire, quand une population dépend de quelques cultures dominantes, elle perd énormément en diversité. Sur le plan des maladies, vivre plus nombreux, plus serrés, plus proches des animaux, ça favorise la circulation des infections et des virus, et même si l'histoire précise de certaines maladies est complexe, on sait par exemple que la tuberculose bovine peut infecter l'humain. Et plus largement, on sait que l'écologie des microbes change avec l'élevage. D'ailleurs, on observe aussi souvent plus de caries après l'apparition de l'agriculture. Plus d'amidon, plus de sucre fermenté cible, plus de bactéries qui produisent des acides. Alors oui, les caries existaient déjà au Paléolithique, mais elles étaient beaucoup plus rares. Et puis, la taille moyenne des êtres humains diminue. Beaucoup d'études bioarchéologiques montrent, selon les régions, une baisse de stature moyenne de 10 à 15 cm, ainsi que des marqueurs de stress. La cause, une alimentation plus céréalière et moins variée. Pas partout pareil, pas avec la même ampleur, mais la tendance existe. L'agriculture nourrit plus, sans forcément nourrir mieux. Sans oublier le social, la sédentarisation, l'accumulation, la propriété privée, ces nouvelles données changent beaucoup de choses dans les relations humaines. Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles, on voit souvent des mécanismes très forts qui limitent la domination et maintiennent un certain égalitarisme entre les individus. Avec l'agriculture, la terre devient une richesse, et quand la richesse devient stockable, elle devient accaparable. Le travail, désormais quotidien et répétitif, devient plus pénible physiquement, notamment dans les champs. Les sociétés se structurent autour d'inégalités de plus en plus fortes. On observe l'émergence de hiérarchies plus marquées entre les individus, de rapports de domination et des conflits pour le contrôle des terres et des ressources. C'est à cette époque qu'apparaissent par exemple les guerres et le patriarcat. On reviendra d'ailleurs sur ces sujets dans des prochains épisodes. En résumé, au niveau collectif, le néolithique, c'est un gain de population, d'infrastructures, de complexité sociale et culturelle. Individuellement, en revanche, c'est souvent une perte de diversité alimentaire, une hausse de certaines maladies et le début d'un éloignement massif de la nature et de notre vraie nature. Deuxième choc, deuxième grand virage, la révolution agricole puis industrielle. Entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XXe, on bascule d'un système alimentaire local et saisonnier vers un système urbain, mécanisé et standardisé. Les villes grossissent, les campagnes se vident, c'est l'exode rural. Les gens ne produisent plus leur nourriture, ils l'achètent. Pour nourrir des masses urbaines, on transforme, on conserve, on transporte, on invente et on améliore la conserve, puis le froid, puis les chaînes de stockage. Et la science progresse, on découvre les vitamines, on comprend mieux certaines carences. Ça, c'est la partie progrès. Mais cette abondance est trompeuse. On mange plus, oui, mais on mange aussi plus raffiné, plus blanc, plus sucré, plus standardisé, et le lien avec le vivant se rompt encore davantage. On mange de plus en plus ce que l'industrie produit et de moins en moins ce que la nature nous donne.
On ne sait plus d'où viennent les aliments. On éloigne les abattoirs, les gens, déconnectés de la nature, ne supportant plus l'idée de la mort. Alors que pourtant, la mort fait partie intégrante de la vie. On maquille de plus en plus avec des colorants, on fait durer des denrées avec des conservateurs, on optimise, surtout pour la logistique. Et il ne faut pas idéaliser les villes industrielles. Promiscuité, déchets, eau contaminée, tout ça devient le terrain idéal des grandes épidémies. Pour vous mettre dans l'ambiance, relisez Germinal, Les Misérables. Là, on est dans le dur. Imaginez qu'à Paris, il faut attendre la fin du 19e siècle pour imposer un début d'hygiène moderne dans la gestion des déchets, avec, en 1883, les fameuses poubelles d'Eugène Poubelle. Bref, la révolution industrielle a fait exploser les calories et la disponibilité alimentaire, mais elle a aussi fragilisé la qualité nutritionnelle, la culture alimentaire et notre proximité avec la nature. Troisième virage et grosse accélération, l'après-Seconde Guerre mondiale. Après 1945, la production agricole s'intensifie, la logistique se mondialise et l'industrie alimentaire change de vitesse. Alors oui, au départ, les bénéfices sont réels. Dans de nombreux pays, les famines reculent, certaines carences diminuent et l'espérance de vie augmente fortement sur le long terme. Et surtout, dans beaucoup de pays, la nourriture devient disponible partout, tout le temps. Un repas peut être prêt en 5 minutes, parfois même en 30 secondes. Mais le coût est énorme. Depuis quelques décennies, les aliments ultra transformés ont envahi nos assiettes. Et dans plusieurs pays occidentaux, ils représentent plus de la moitié des calories consommées. Petit déjeuner, céréales sucrées. Déjeuner, plat industriel réchauffé. Goûter, barre chocolatée ou pâte à tartiner. Boissons sucrées, etc. Tiens, d'ailleurs, je vous propose un petit jeu. La prochaine fois que vous allez dans un supermarché, imaginez qu'en un claquement de doigts, vous ayez le pouvoir de faire disparaître tous les produits ultra transformés des rayons. Tout ce qui a un emballage et qui a été fabriqué dans une usine. Posez-vous et observez. Je vous préviens, ça fait un peu peur. Pourquoi ? Parce que ces produits, ils sont partout. Ils sont conçus pour être pratiques, rentables, faciles à stocker, faciles à transporter et ils sont hyper appétants. Souvent, ils sont riches en sucre ajouté, en sel, en graisses raffinées et ils sont pauvres en fibres, pauvres en micronutriments, pauvres en vraies structures alimentaires. En clair, ils sont super pour le commerce, mais ils ne sont pas adaptés aux besoins d'un organisme de chasseurs-cueilleurs, de notre organisme. Imaginez notre corps comme une voiture de sport de compétition capable de prouesses d'endurance exceptionnelles. Si de temps en temps, vous mettez un peu de mauvais carburant dans le moteur, ça passe. Par contre, si vous utilisez ce mauvais carburant jour après jour, de façon répétée, votre moteur va finir par s'encrasser, s'user, et à la fin, c'est la casse. Pour le corps, c'est pareil. C'est pas un écart ponctuel qui détruit, c'est la répétition. Nos organismes d'omnivores peuvent encaisser ces produits de temps en temps, mais lorsqu'ils deviennent la base de l'alimentation, quand ils sont trop souvent consommés, le corps ne peut plus suivre. Et c'est exactement ça qu'on observe aujourd'hui. L'obésité augmente, le diabète de type 2 progresse, même chez les jeunes, et les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité. Pendant ce temps, la cuisine maison recule, on épluche moins, on cuisine moins, on transmet moins. Non, à la place, on ouvre, on réchauffe, on consomme. Et sur le plan environnemental, c'est une bombe qui commence déjà à nous péter au visage. On produit, on emballe, on transporte, on réfrigère, et une part énorme finit à la poubelle. Selon les estimations, ce serait entre un quart et un tiers de la nourriture produite pour la consommation humaine qui est perdue ou gaspillée. Entre un quart et un tiers. Jamais l'humanité n'a eu autant à manger. Et jamais notre rapport à l'alimentation n'a été aussi fragile. Il y a un paradoxe assez dingue quand même. Alors que la nourriture n'a jamais été aussi abondante, manger devient de plus en plus anxiogène. On doute, on culpabilise, on se perd dans des injonctions contradictoires. Pire, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais si vous écoutez les vidéos des uns et des autres sur les réseaux sociaux, vous finissez par ne plus du tout savoir quoi manger. L'aliment star d'hier devient l'ennemi à abattre d'aujourd'hui, et inversement. Faut limiter les œufs, ça donne du cholestérol. Ah oui, mais en fait, si, c'est bon, on peut en manger tous les jours. Les végétaux à feuilles, c'est super, il faut en manger plein. Ah, mais en fait, non, parce que c'est inflammatoire.
Le saumon, c'est génial, il y a plein d'oméga 3. Oui, mais bon, en fait, faut pas en manger à cause des métaux lourds. Les avocats, c'est du bon gras. Ouais, mais leur production et leur transport polluent énormément. Mange les chocs à pic, c'est Nutri-Score A. Bah oui, mais non, parce que c'est que du sucre, du sel, des céréales raffinées et de l'air. Avec tout ça, c'est normal que les gens soient paumés. Et en plus de ça, il y a aussi les injonctions marketing, aussi artificielles que contradictoires. Avec d'un côté un discours hédoniste et égoïste du genre «Ah, fais-toi plaisir, mange ça, c'est bon», et de l'autre un discours moralisateur et culpabilisant «Deviens vegan». Deux extrêmes, et aucun des deux ne respecte à la fois la nature et notre vraie nature. Tiens, d'ailleurs, je vous prépare un épisode sur le véganisme, je sais que vous avez été nombreux à me le demander, et bon, tant que je suis dans les annonces, et vu qu'on parle d'aliments ultra transformés, dans un futur épisode, je vous dirai aussi pourquoi je suis très critique sur le Nutri-Score. Spoiler, c'est plus compliqué que c'est bien ou c'est nul. Bon, on en était où? Ah oui, je viens de dire, jamais l'humanité n'a eu autant à manger. En réalité, je devrais plutôt dire, jamais l'humanité n'a eu autant accès et autant recours à une nourriture de si mauvaise qualité. Parce que, contrairement à une image populaire, nos ancêtres du Paléolithique ne vivaient pas dans une famine permanente. Alors oui, les squelettes de l'époque qu'on a retrouvés montrent des vies difficiles. On voit des stress, surtout pendant l'enfance. Mais ils ne montrent pas, de façon générale, les signes d'une famine chronique, constante, partout, tout le temps. Bien au contraire. Et reparlons de la stature. Au début du Paléolithique supérieur, en Europe, les humains pouvaient être assez grands en moyenne, souvent entre 1,70 m et 1,90 m, avec des variations. Eh bien, on n'atteint pas cette taille quand on n'a pas assez à manger, quand on a une nourriture de mauvaise qualité. Bref, vivre au Paléolithique, c'était pas le paradis, mais c'était pas non plus un enfer de faim permanente. Et surtout, leur alimentation restait globalement de la nourriture réelle. Et c'est justement sur ce constat que la philosophie néo-chasseur-cueilleur prend sa source. L'idée, c'est pas de copier le passé. L'idée, c'est de s'en inspirer et de l'adapter au XXIe siècle. Je précise un truc. Le mode de vie néo-chasseur-cueilleur, c'est pas de la reconstitution historique. D'abord parce que c'est pas l'esprit, et ensuite parce que ce serait impossible. Quand on dit mange comme nos ancêtres du Paléolithique, le fameux régime paléo, vous connaissez. Pardon, mais de quels ancêtres exactement on parle? De quelle époque? Et dans quelle région? Le Paléolithique a démarré sur Terre il y a environ 3,3 millions d'années, soit vers début mars si vous vous souvenez de notre calendrier de l'évolution de l'épisode 0, 3,3 millions d'années pour se terminer il y a environ 12 000 ans, soit hier soir, le 30 décembre, toujours dans le même calendrier. Et pareil, entre des Homo sapiens d'il y a plus de 300 000 ans en Afrique et des sapiens du Paléolithique supérieur en Europe près des glaciers, les climats, les ressources, la faune, la flore et les contraintes, tout ça n'a rien à voir. Dans la philosophie néo-chasseur-cueilleur, l'objectif n'est donc pas d'imiter un menu fantasmé et de lui obéir de façon dogmatique. Non, l'objectif, c'est de s'inspirer du tronc commun des alimentations humaines au fil du temps et d'y intégrer la science moderne de la nutrition. C'est ce que j'appelle l'alimentation néo-primitive. L'alimentation néo-primitive, c'est une alimentation qui s'articule autour de 5 grands principes très simples. 1. Manger majoritairement des aliments entiers, reconnaissables tels qu'on les trouve dans la nature. Fruits, légumes, racines, noix, champignons, graines, œufs, poissons, viande, etc. En gros, si un aliment n'existe pas dans la nature, c'est que, très probablement, il n'est pas très bon pour vous. Après, attention, ce n'est pas parce que ça pousse dans la nature que c'est forcément comestible. N'allez pas vous faire une omelette aux champignons avec des amanites phalloïdes, par exemple. C'est une très mauvaise idée parce que oui, elles poussent dans la nature, mais elles entraînent également un tout petit peu la mort. 2. Dans l'alimentation néo-primitive, le néo est très important. On n'est pas dans l'interdiction dogmatique. Pizza, burger, glace, cookies, ça peut exister. Manger, c'est pas juste se nourrir, c'est aussi partager des moments de convivialité et se faire plaisir. Mais tous ces produits transformés doivent rester à la marge. L'exception, ça doit rester exceptionnel. 3. Une alimentation omnivore mais réfléchie. Nous sommes des omnivores, et ce, depuis des millions d'années. Donc, on doit manger de la viande et des légumes. Et non, Patrick, c'est pas parce que t'aimes la côte de bœuf que ça fait de toi un carnivore.
D'ailleurs, les produits d'origine animale ne se résument pas au steak. Alors, comme nos ancêtres, on varie en consommant du gibier, des poissons gras et maigres, des viandes blanches, des œufs, des abats, des coquillages, des crustacés, un peu de graisse, etc. Et surtout, on privilégie la qualité. Du sauvage chaque fois que c'est possible, de l'élevage extensif quand ça ne l'est pas, et de l'élevage intensif le moins possible. 4. Une grande place aux végétaux. Des assiettes avec majoritairement du végétal, des légumes crus et cuits, plein de couleurs variées, oui, et complétées par de l'animal, comme ça Patrick il est content. Bref, un repère simple pour vos repas, faites une répartition d'environ 3/4 végétal, 1/4 animal, et adaptez ensuite selon la saison, votre mode de vie et puis vos goûts. 5. Respectez le rythme des saisons, pas par nostalgie, mais parce que notre physiologie et notre culture restent liées à ce rythme. Voilà 5 grands principes, simples, faciles, cohérents. L'alimentation néo-primitive, c'est pas un retour en arrière, c'est plutôt une tentative de réalignement. On vient de le voir, au cours de notre histoire alimentaire, nous avons pris 3 gros virages qui nous ont éloignés de notre vraie nature. L'idée, maintenant, c'est de redresser la barre et de reprendre un bon cap. Alors évidemment, ces 5 grands principes, on les a seulement survolés aujourd'hui. Et c'est normal, cet épisode, il est surtout là pour poser les bases. Mais rassurez-vous, tous ces points, je vais les développer dans de futurs épisodes avec des exemples concrets. Les prochaines fois, on rentrera davantage dans le détail, je vous donnerai des conseils pratiques, faciles à intégrer progressivement au quotidien. Et bien sûr, pour tout ce que je vous dis, tout est validé et confirmé par des études sérieuses. D'ailleurs, comme d'habitude, je vous mets toutes les sources dans la description. Cher Homo sapiens, merci d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous au podcast Néo Chasseur-Cueilleur pour ne rater aucun prochain épisode. Partagez-le avec les membres de votre clan, surtout avec ceux qui devraient un peu lever le pied sur les aliments ultra transformés. Ouais, on vous voit. Vous pouvez aussi rejoindre l'écosystème Néo Chasseur-Cueilleur sur Instagram, le lien est dans la description. Cet épisode est maintenant terminé, rendez-vous dans 7 jours, après le coucher du soleil, pour une autre discussion dans le cercle du feu de camp. Au revoir et à bientôt.